Midi 13h. Débat première. Bertrand Haine. Peut-on avoir confiance dans notre système de pension ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, puisque les syndicats sont dans la rue pour contester la réforme mise en place par le gouvernement fédéral. Vous venez de l'entendre dans le rappel des titres d'Annie Naméus. À peu près 25 000 personnes, selon la police, plus selon les syndicats. Pourtant, la majorité explique vouloir sauver le système des pensions du naufrage en le réformant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le fédéral en a lancé des réformes. La pension à points, les périodes assimilées, le rachat des années d'études, l'extension du deuxième pilier, la liste des métiers pénibles. Les changements sont nombreux, parfois techniques aussi. Mais au bout, toujours la même question, notre système de pension est-il solide ? Peut-il garantir à tous une pension décente pour les générations actuelles et les prochaines générations ? Bonjour Jean Hendrix. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil académique des pensions, senior fellow à l'Itinera Institute, professeur d'économie à l'UCL. Vous avez aussi publié « Quel avenir pour nos pensions ? Les grands défis de la réforme des pensions » aux éditions Debook. Michael Maria, bonjour. Bonjour. Vous êtes permanent du service d'études de la CNE pour la CSC, donc le syndicat chrétien. On va peut-être commencer par vous, Michael Maria. Maïra, je veux dire, c'est mieux de bien prononcer les choses. Est-ce que vous avez confiance dans l'actuel système de pension ? Vous êtes jeune, on ne le voit pas nécessairement quand on écoute la radio, forcément. Ceux qui nous regardent sous vieux peuvent le voir. Est-ce que vous avez confiance, vous, dans le système de pension ? Oui. D'accord. Vous êtes sûr que dans 30 ou 35 ans, vous aurez une pension décente? Alors, je suis sûr que dans 30 ou 35 ans, j'aurai une pension décente si, évidemment, on continue à faire évoluer notre système de pension vers, effectivement, d'une manière qui va permettre d'anticiper les défis qu'on aura demain. Et là, précisément, ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est une atteinte fondamentale à notre système de pension qui est de nature à entamer, du coup, la confiance qu'on a. Mais donc, le problème, c'est pas notre système de pension. Notre système de pension, on peut avoir confiance dans ce système de pension qui est le système qu'on a hérité de la sécurité sociale classique. La question, c'est les mesures que prend le gouvernement et la façon dont ces mesures portent atteinte à notre système de pension. Le danger pour vous est donc plutôt du côté des mesures de réforme plutôt que du système tel qu'il a été conçu, hérité donc de la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement prétend, lui, que sans réforme, ce système risque de s'effondrer, ne tient pas, sera impayable. Jean Hendrix, votre avis à vous et la même question. Est-ce que vous avez confiance dans notre système de pension ? Alors, vous risquez de partir à la pension un peu plus tôt que Michael Maïra. Est-ce que vous avez confiance ? Vous êtes sûr que vous allez avoir une pension décente, vous ? Mais moi, je considère que j'ai surtout une responsabilité sociale. Donc, en tant qu'intellectuel et académique, et dans le cadre de la réflexion qu'on a menée au niveau de la commission de réforme des pensions, quand même 12 personnes indépendantes qui ont planché sur un rapport. Donc, si on a mis en place cette commission, c'est qu'on était conscient, partenaires sociaux inclus, qu'on avait un problème. Nous, on est venu nous chercher. Et donc, on nous a dit, il faut réfléchir pour une réforme structurelle, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on faisait jusqu'à 2014, lorsque ce rapport a été publié, c'est simplement évaluer les coûts du vieillissement. D'accord. Sans se poser de la question, mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de contenir ces coûts ou les financer ? Et donc, et ces coûts vont aller en s'amplifiant pour une raison simple, c'est que la principale raison, c'est pas qu'on vit plus longtemps, c'est celle qu'on entend toujours. C'est simplement qu'on a une cohorte qu'on appelle le papy boom maintenant, qui est cette fameuse génération des années 45-65, naissance massive, qui n'a pas été suivie par un nombre d'enfants suffisant pour assurer la relève, et qui maintenant part massivement à la pension. Quand je dis massivement, c'est de l'ordre de 120-125 000 nouveaux pensionnés chaque année. Imaginez un stade, un grand stade, on n'en a pas en Belgique suffisamment. On aurait pu en avoir un, il aurait fait 50 000 places, ça aurait fait 2 stades et demi. Voilà. Mettre le doigt sur la plaie. Ça fait 5 stades du standard. Voilà. Mais ça fait quand même un nombre de personnes important pour lesquelles on n'a pas provisionné. On n'a pas approvisionné, puisque cette pension doit être financée avec de l'argent frais chaque fois. Oui, on vient de parler de la pyramide de Ponzi juste avant. Donc mais ça, je trouve que c'est une comparaison un peu malheureuse, parce que... Et il y a plusieurs auditeurs qui font la remarque aussi. Attention, c'est une gigantesque pyramide de Ponzi. Non, la fraude financière, comparer notre système de sécurité sociale, notre cathédrale sociale, construite par les partenaires sociaux, à une supercherie financière telle que cela, c'est un peu... Parce que vous dites que si aujourd'hui on est dans un système de répartition, c'est-à-dire où on paye pour ceux qui sont effectivement à la pension, c'est hérité de la guerre,
ou la génération qui est la guerre a bénéficié pour la première fois des pensions. Il a bien fallu que ça commence à un moment, quoi. Oui, mais ça nous protège aussi contre un risque financier important. Puisqu'on ne met pas des réserves de côté qui vont devoir être capitalisées pendant 45 ans et dont on ne sait pas du tout ce qu'il en ressortira comme rendement à terme. Ici, l'argent, le rendement est fait par la croissance démographique et par la croissance de la masse salariale. Oui, donc un pur système par capitalisation ne serait pas nécessairement l'idéal pour vous non plus, Jean Hendricks. Alors, quand même, revenir, Michael Mayra, sur ce que disait Jean Hendricks, il dit, attention, et on n'a pas pris en compte les coûts du vieillissement jusqu'ici, et donc il faut, pour que notre système de pension continue à pouvoir fonctionner, en parler et entamer des réformes et tenir compte de ce financement. Oui, j'entends exactement cette phrase, on n'a pas suffisamment provisionné. Donc ça veut dire très clairement que c'est le comportement du gouvernement, et peut-être aussi des gouvernements, parce qu'il y a eu plusieurs impliqués là-dedans, avec plusieurs couleurs politiques. Donc le comportement de plusieurs gouvernements qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est. Et quand on voit ce que le gouvernement fédéral fait aujourd'hui, et je viendrai sur le concret dans un instant, évidemment, on se rend bien compte qu'on n'est pas en train de résoudre ce problème-là, mais on est en train de l'aggraver. On peut prendre... Pourquoi est-ce qu'on l'aggrave ? Parce qu'on diminue, en gros, l'impact financier des pensions, et donc on augmente la soutenabilité du système. Non, par exemple, si je résume comme ça. Non, on parle de la question du financement. Oui. Or, on voit qu'une des mesures phares du gouvernement actuel, c'est le tax shift. Le tax shift, c'est quoi ? C'est la diminution des cotisations sociales. Donc, c'est la diminution de l'argent, concrètement, qui rentre dans la sécurité sociale. S'il y en a moins d'argent dans la sécurité sociale, on va avoir du mal à financer nos pensions, effectivement. Et donc, c'est pour créer de l'emploi, pour créer une dynamique, et créer de la richesse. Enfin, je reprends aussi l'objectif ici affiché par le gouvernement. Alors, quand on regarde, ce qui est aussi utile pour payer des pensions. Oui, mais quand on regarde, ça fait très cher l'emploi créé. Oui. 2, on a beaucoup d'emplois précaires, et des emplois qui ne rapportent pas nécessairement des cotisations sociales ou pas suffisamment de cotisations sociales. On peut parler des flexi-jobs, on peut parler de la possibilité de créer des emplois à 500 € exonérés de cotisations fiscales. Et donc, évidemment, une des solutions, c'est la création d'emplois, qui va de pair avec le financement de la sécurité sociale. Oui. Mais la question, c'est quel type d'emploi on crée, à quel coût. Parce que si c'est créer des emplois et appauvrir la sécurité sociale, on ne va pas résoudre le problème de nos pensions. Et donc, les axes sur lesquels il faut travailler, c'est le financement de la sécurité sociale, la création d'emplois, et alors, il y a un élément qui, je pense, en cette journée de mobilisation, est important à signaler, c'est qu'on a des sommes d'argent qu'on ne va absolument pas mobiliser. Quand on entend tous les leaks, toutes les questions de fraude fiscale ou d'évasion fiscale, quand on entend qu'il y a 700 millions d'impôts impayés par des sociétés, la Commission européenne dit à la Belgique, il faut aller chercher cet argent. Et la Belgique dit, non, on ne va pas y toucher. Donc on voit que c'est aussi des éléments qui permettent de financer notre sécurité sociale potentiellement et qui ne sont pas mobilisés par le gouvernement. Et donc c'est là que vous pointez un problème de financement de la sécurité sociale en général et des pensions. Mais vous ne pensez pas que l'actuel système de pension, par exemple, parler de pension à points, vous ne pensez pas que c'est utile, parler de pénibilité, vous ne pensez pas que ce sont des choses utiles pour réformer le système, qu'il soit plus lisible, qu'il soit plus simple, et peut-être qu'il soit plus soutenable par les pouvoirs publics ? Alors, la question de la pénibilité, c'est autre chose que la question de la pension à points. La question de la pénibilité, c'est de savoir comment, dans ce système-ci, par exemple, on pourrait tenir compte de la pénibilité des métiers. La pension à points, c'est reprendre notre système de pension. Les citoyens vont sur MyPension. Oui, ils ont été très nombreux, je pense plus d'1 million à le faire. Oui. On peut faire delete de MyPension et on réforme complètement le système des pensions et on va créer un nouveau MyPension. C'est ça, le système de pension à points. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, on n'a pas besoin de ça pour résoudre les problèmes, puisque je l'ai dit, il faut travailler sur le financement de la sécurité sociale, il faut travailler sur la création d'emplois, il faut travailler sur la mobilisation de moyens alternatifs pour financer la sécurité sociale. Et nous pensons qu'on n'a donc pas besoin de réformer complètement. Il ne faut pas changer le logiciel. Et alors on pourra parler peut-être, j'imagine qu'on y viendra, de problèmes concrets qui sont posés par la question à points, si tant est qu'on réfléchisse à changer le logiciel. Mais pour nous, on sait résoudre les problèmes qui se posent ou les questions qui se posent dans le cadre du logiciel actuel. C'est une question de volonté politique. Ce changement de logiciel, Jean Hendricks, vous êtes favorable? Vous pensez qu'il est indispensable? Je vais faire 2 remarques, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit qui est quand même assez interpellant. C'est que c'est la responsabilité de tous les gouvernements passés, le fait qu'on n'ait rien provisionné, ce manque de précaution. Je m'excuse, mais la sécurité sociale, elle est co-gérée avec les partenaires sociaux. Donc, à mes yeux, c'est une responsabilité au minimum partagée entre les différents gouvernements et les partenaires sociaux. On ne cesse de répéter, et les partenaires sociaux à juste titre répètent, qu'ils sont
co-gestionnaire de la sécurité sociale. Donc cette sécurité sociale n'a pas été gérée correctement. Contrairement à d'autres pays, par exemple, comme la Suède, qui a provisionné près de 40% de son PIB en anticipation de ce vieillissement, nous n'avons rien fait. Donc ça, c'est fondamental. C'est vraiment une erreur grave qui a été faite. Maintenant, on ne va pas refaire le passé. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut des changements qui soient des changements structurels et plus des colmater des brèches. Et donc, vous dites qu'il faut un changement de logiciel. Quand Michael Mayra et les syndicats, d'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque là-dessus, le message est à peu près le même. En Front commun, disent c'est d'abord financer la Sécu, créer des emplois de qualité. Mais laissez-moi finir sur cette logique, parce qu'en fait, à partir de quand on a inventé les pensions, les pré-pensions et les pensions anticipées? Dans les années 70, on a mis ça en place. Et quel était l'argument? Parce que dans les années 70, cette fameuse génération du baby boom dont je vous ai parlé, c'est l'année où elle rentrait sur le marché du travail. Oui. Et pour éviter, si vous voulez, une pression à la baisse sur les salaires, on s'est dit, hop, on va relâcher un peu du lest, on va laisser partir les gens plutôt à la pension. C'est là qu'on a fait la grave erreur. Et on s'est dit, ça va générer du travail pour les jeunes, ça va libérer des postes. Ça n'a rien fait de tout ça. C'est à partir de là qu'on a commencé à créer du chômage structurel dans ce pays et dans d'autres pays d'Europe. Ça a été une grave erreur qui a été faite, c'est ce qu'on appelle la politique du coucou. On met dehors, si vous voulez, les bébés dans le nid pour laisser la place, pour prendre leur place. C'était une grave erreur qui nous coûte aujourd'hui très cher. Et maintenant, pourquoi une grave erreur? Parce qu'on vivait plus longtemps et on a réduit les durées de carrière. Et nous sommes aujourd'hui à des pays d'Europe où la durée de carrière est de l'ordre de 33 ans, alors que si je prends des pays voisins comme l'Allemagne, la Suède, on est à 36, 37, 38 ans. Alors on va nous dire, oui, en Allemagne, ils ont des pensions plus élevées. Oui, mais ils travaillent 4 à 5 ans en plus en moyenne que nous. Donc il y a une vraie question ici, c'est la durée de carrière. Et le système à points, je termine là-dessus, le système à points, son véritable enjeu, c'est de mettre toute la priorité sur ce qui est essentiel, c'est la durée de carrière, qui est la durée de cotisation. Et c'est juste de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des carrières longues, eh bien ces gens auront des pensions plus élevées que des gens qui ont des carrières courtes. Des gens qui ont des carrières longues, c'est des gens qui ont fait peu d'études. Qui sont commencés avec des petits salaires, eh bien, eux pourront partir plus tôt sans aucune pénalité. Donc, il y a une vraie dimension sociale là derrière. On était très soucieux de cet aspect-là. Et sur les gains de longévité, on sait qu'ils ne sont pas également répartis. On sait que des gens peu qualifiés, avec des bas salaires, ont une espérance de vie plus courte. Eh bien, comme ils démarrent leur carrière plus tôt, ils peuvent partir plus tôt, sans aucune pénalité. La politique d'aujourd'hui, c'est un âge uniforme pour tous. Eh bien, ça, c'est tout à fait arbitraire et discriminatoire. Voilà un plaidoyer donc pour cette réforme de la pension à points. Alors pas nécessairement peut-être Jean-Hendrik celle exactement que le gouvernement a menée, mais en tout cas pour le principe de la pension à points réponse, Michael Mayra. Alors deux angles. Le premier, c'est Monsieur Hendricks nous dit il faut effectivement ne fût-ce que réussir à faire la carrière telle qu'elle est prévue dans le système actuel. Or on voit que le gouvernement, de nouveau politique gouvernementale, va complètement à rebrousse-poil de cela. Par exemple en sanctionnant ceux qui en fin de carrière, décide de lever le pied via un créditant de fin de carrière pour pouvoir tenir justement la carrière complète. Et donc d'un côté, on dit il faut que vous travaillez au moins jusqu'à l'âge de la pension, et de l'autre côté, on sanctionne ceux qui prennent des dispositions qui leur permettent peut-être d'atterrir en douceur et de ne pas finalement se retrouver en incapacité de travail ou en burn-out à la fin de leur carrière. Donc complètement illogique. Et puis on nous dirait, pour résoudre ça, il faudrait complètement changer de système. Ben non, peut-être qu'il faut simplement changer de politique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport à système de pension à points maintenant, c'est important de le dire. Alors ça peut résonner comme un slogan, mais à nos yeux, la pension à points, c'est aussi aléatoire que la roulette au casino et c'est aussi fiable que l'horoscope. Alors, pourquoi est-ce qu'on estime que c'est aléatoire? On estime que c'est aléatoire parce que la pension à points, en gros, c'est 3 dimensions. C'est des points, oui, la valeur d'un point et un coefficient de conversion qui est destiné à éventuellement pénaliser ceux qui ont une carrière inférieure à la carrière totale dont on parlait justement. Et dans chacun de ces points, et là, peut-être qu'il faut faire la distinction entre le projet dont M. Hendricks parle, qui est le projet de la qui a été défendu par Frank Van Den Broek, notamment. Frank Van Den Broek, exactement. Ancien ministre du SPA. Fait une mise au point sur vos antennes en disant qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec la version retenue par le gouvernement. Ce est en train d'être dévoyé par le gouvernement, exactement. Et donc, ce qui nous intéresse, évidemment... Une partie du projet, il n'a pas tout rejeté. Ce qui nous intéresse, évidemment, comme syndicat, c'est les projets du gouvernement. Et effectivement, on voit que sur les 3 dimensions du projet, le gouvernement instaure de l'aléa. Et il en instaure beaucoup plus que ce qui était prévu dans le rapport de la Commission sur les pensions. On va prendre un simple exemple, ce débat sur la valeur du point. Alors, on a eu tout et son contraire qui a été dit. On a entendu M. Baclaine et on a entendu des membres du gouvernement dire on va faire varier la valeur du point en fonction de paramètres macroéconomiques. Puis ce matin, il nous dit ah non, en fait, il a dit non. Par les interlocuteurs. Ça ne diminuera jamais parce que ce sera lié au salaire et que les salaires ne diminuent jamais et ce sera laissé aux partenaires sociaux. Alors, moi, j'aimerais bien savoir
effectivement, si c'est une position du gouvernement ou c'est une position du MR. J'aimerais bien savoir s'il faut faire confiance au ministre alors qu'on nous avait jamais dit qu'on travaillerait jusqu'à 67 ans en campagne électorale, alors que pas plus tard que la semaine passée, le MR avait une position sur une politique fondamentale, le pacte énergétique, qui a été modifié 2 jours après, suite à une intervention de la NVA, et quand bien même la valeur du point serait fixée, il reste ce coefficient de conversion. Et ce coefficient de conversion, il peut varier, nous dit-on, dans l'accord de gouvernement, et pas nécessairement dans les projets de la commission pension, mais dans l'accord de gouvernement, ce qui vaut politiquement, que ce coefficient de conversion, il peut être adapté. Il peut même être adapté automatiquement. Ça veut dire qu'on contraint les gouvernements suivants si une série de paramètres changent, comme par exemple l'espérance de vie, etc. Donc on a très clairement là de l'aléa, et on a très clairement là des déclarations du ministre dont on peut se questionner sur la fiabilité. Donc c'est bien aléatoire et peu fiable. Alors, réponse de Jean-Hendrik sur le projet qui est vraiment sur la table de pension à point dans quelques instants. On entendra aussi évidemment vos interventions sur la page Facebook de la RTBF Info. Et de la première, à tout de suite. Midi 13h. Débat première. Dans la vie, il faut être ouvert. Comme tous les Cora et leur shopping, le dimanche 24 décembre. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Ah, Noël, son atmosphère féerique. Et au menu, son homard plein de goût. Chez Delhaize, jusqu'au 1er janvier, profitez de 10 € de réduction par kilo sur tous les homards cuits et vivants. Delhaize, bien fêté. Bien ensemble. La plupart des Shop & Go, Proxy et AD Delhaize sont ouverts les dimanches et les jours fériés. Shopping. Ce 24 décembre, commencez votre réveillon de Noël dès 10h dans votre Woluwe Shopping exceptionnellement ouvert. Nos boutiques vous attendent pour peaufiner vos achats dans une ambiance festive. Que la fête commence au Woluwe Shopping ce dimanche 24 décembre, ouvert jusqu'à 18h. Shopping. Woluwe Shopping. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Pour vos amuse-bouches, les toasts, les mignardises et vos délicieux repas de fête, il y a le faux gras de Gaïa. Une délicatesse à base de truffes et de champagne. Et ce qui est encore plus formidable, c'est qu'avec le faux gras 100% végétal, il n'y a pas que vos invités qui seront contents. Des recettes délicieusement surprenantes sur faugras.be. Ceci est un message à tous les habitants de la région bruxelloise. Alors, ma boîte de conserve de sauce tomate. D'abord, c'est sur ma pizza. Voilà. Et quand elle est vide, c'est dans le sac au conteneur bleu PMC. Ciao, belle. Un message de Faust Plus et de Bruxelles Propreté. Vous ne savez plus du tout si vous avez bien payé les places pour le match de ce soir? Utilisez Easy Banking App et vérifiez vos paiements en toute sécurité, où que vous soyez. Passez à la simplicité avec BNP Paribas Fortis. C'est aussi ça, la banque d'un monde qui change. Carglass répare, Carglass remplace. Il gèle. Carglass évite que l'éclat dans votre pare-brise ne se transforme en fissure. Si vous venez rapidement, une réparation est parfaitement possible. Et c'est 5 fois moins cher qu'un nouveau pare-brise. Vous pouvez toujours compter sur Carglass. Prenez rendez-vous sur carglass.be. La première présente. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, éveillez vos sens. Le musée L ouvre ses portes à Louvain-la-Neuve. Des œuvres d'art, des spécimens d'histoire naturelle, des objets archéologiques ou encore des machines scientifiques, le patrimoine exceptionnel de l'UCL. Un parcours étonnant à travers l'inventivité humaine dans le plus grand musée universitaire de Belgique. Programme sur musél.be. Débat première. Bertrand Haine. Peut-on avoir confiance dans notre système de pension? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et vous avez répondu sur la page Facebook de la RTBF Info et de la première. Hugues Durvaux nous dit: si vous aimez les frissons, achetez-vous un lecteur de carte d'identité et allez vérifier le montant de votre pension légale après une carrière complète sur mypension.be. Pour ma part, dit Hugues, ce sera 1037,50 €. Hugues, un autre Hugues d'ailleurs nous dit, Hugues Sact, le problème c'est qu'on ne change pas les règles d'un jeu qui doit durer 40 ans à 10 ans de la fin de celui-ci. Je suis entré dans un système en confiance et on a tout changé. Les années d'études, les tantièmes, les années assimilées, toutes choses qui permettaient de savoir dans quel jeu on jouait. Maintenant, il n'y a plus que des menteurs, nous dit Hugues. De plus, si on veut aller jusqu'au bout, que les pouvoirs publics payent des assurances groupes à leurs salariés, nous dit-il. Voici 2 commentaires et c'est vrai qu'ils vont assez généralement dans le sens des gens en tout cas qui ont pris la parole sur la page Facebook de la RTBF Info ou de la première. Jean-Hendrik, c'est quand même un sentiment d'avoir été un petit peu blousé, voilà, on va le dire comme ça, par les pouvoirs publics qui changent les règles en cours du jeu. Oui, mais voilà, en fait, ça démontre
c'est un auditeur qui lui dit que ça démontre que le système actuel n'est pas du tout prévisible. Oui. Que tout peut changer à tout moment. Oui. Donc, et c'est normal. Non, excusez-moi, mais donc le discours de certains syndicats aujourd'hui de dire que le système, de prétendre que le système aujourd'hui est parfaitement prévisible, est faux. Tout peut changer à tout moment. C'est faux, ces garanties à 40 ans. Et donc ici, c'est pour ça que fondamentalement, il y a un contrat social qui doit être mis sur la table pour restaurer une confiance dans un système où la confiance a tendance à s'effriter. De tous bords, dans tous les discours. Et donc, ça passera notamment par la pension majeur. à point. Mais oui, c'est un des enjeux majeurs. Donc c'est ça que je trouve assez paradoxal dans les débats aujourd'hui, c'est de dire que ça crée de l'insécurité, de l'illisibilité et de l'imprévisibilité, alors qu'on est dans un système qui est illisible, imprévisible et totalement absent de toute forme de sécurité parce qu'on n'a pas prévu les financements. D'accord. Mais quand Michael Mayra et les syndicats derrière lui disent attention, ce point, la valeur du point, on n'est pas sûr qu'il ne va pas modifier en fonction des paramètres socio-économiques. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on le dit comme ça. Non, mais laissez-moi expliquer la valeur du point. Non, mais attendez, on a quand même responsable, on est les architectes de ce système. D'accord. C'est nous qui l'avons proposé, c'est nous qui l'avons rédigé. On a écrit une note pédagogique d'un regard économique pour expliquer comment ça fonctionne concrètement. Je fais un peu mon bâton de pèlerin pour aller expliquer à gauche, à droite comment ça fonctionne, mais concrètement, soyons clairs, le système à points est co-géré au sein du Comité national des pensions, dont on a demandé la création, par les partenaires sociaux et par le gouvernement. D'accord ? Donc ce n'est pas le gouvernement qui décide d'augmenter ou de baisser selon ses besoins la valeur du point et selon sa situation financière. D'accord, c'est important de le dire. Au moins, les choses sont claires. Deuxième chose, on a laissé croire que la valeur du point pouvait baisser. Non, on a toujours dit qu'il fallait une clause de sauvegarde, une sécurité. Le point, la valeur du point ne peut jamais baisser. Ce qui veut dire que la critique actuelle de certains syndicats qui consiste à dire on va devoir travailler plus longtemps pour gagner moins, ça ne peut jamais se produire dans un système à points. Parce que travailler plus, c'est des points supplémentaires, et la valeur du point est garantie. Vous ne pouvez donc jamais avoir moins de pension en travaillant une année supplémentaire. Et ça, cette clause de sauvegarde, vous l'avez retrouvée dans le projet de gouvernement ? Parce que le ministre ce matin a dit que ce serait dans la loi. Mais c'est ce qu'il a dit ce matin. Il l'a dit ce matin, je le prends au mot. Mais dans les textes, on l'a pas encore vu. Moi, je vous dis ce que les architectes du système à points ont dit. Ce que l'on a dans une autre commune, notamment avec l'administration des pensions. Cette valeur du point ne peut pas baisser. Donc, clause de sauvegarde qui donne justement, c'est le contrat social. C'est la garantie. Le thème du débat ici, c'est la confiance. Exactement, la confiance dans le système. Ça donne de la confiance dans le système. Et bien alors, sur la question de la lisibilité, tout le monde peut comprendre, c'est très simple. Vous avez vos points qui sont dans votre compte personnel. Jamais le gouvernement ne peut venir retirer ces points. C'est impossible. Ils sont acquis. Ça, c'est des vrais droits acquis. Et la valeur du point, comme elle ne peut jamais baisser, tout au mieux, ce qu'elle va faire, c'est être indexée sur les salaires. Ben vous aurez d'une année à l'autre la valeur du point qui augmente de 2%, par exemple. Eh bien, vous pouvez à tout moment, tout au long de votre carrière, calculer vos droits de pension qui sont progressivement acquis. D'accord. Plaidoyer pour la pension à points de la part de Jean Hendrix, qui, vous l'avez compris, donc est un architecte, Maurice Kiel est membre du conseil académique des pensions. Michael Mayra, votre commentaire là-dessus, ce qui est intéressant chez Jean Hendrix, c'est qu'il dit la volonté à la base du travail, ça a été de retisser du contrat social, de remettre de la confiance là où il y avait déjà, et c'est vrai depuis des années dans le système belge des pensions, un manque de confiance et de prévisibilité qui était déjà qui existait déjà. Il n'a pas fallu attendre 2018 pour que ça existe. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Et moi, j'entends bien. Mais si c'est remplacer un système qu'on qualifie d'imprévisible, alors qu'il y a quand même toute une série de garde-fous... À part qu'il est mal financé, on a tous peur de savoir si on va pouvoir le financer dans les prochaines années. On en a parlé en première partie de débat, il y a une action politique à avoir pour le financer correctement. C'est de la responsabilité du gouvernement. Et c'est pas parce que les gouvernements successifs ont mal financé le système que le système est à déchirer. Il faut retravailler les politiques de financement pour aller effectivement vers moins de cadeaux fiscaux, vers moins de diminution de cotisations de sécurité sociale, etc. Mais sur ce nouveau contrat social, ou avec plus de lisibilité et avec des garanties qu'a rappelé quand même Jean Hendrix. J'entends bien effectivement les garanties qui ont été insérées de nouveau dans le modèle théorique par la commission de réforme des pensions, mais quand on regarde le modèle qui est réfléchi par le gouvernement, quand on prend certaines discussions qui ont lieu, certains comptes rendus de discussion, on se rend compte qu'il en va quand même autrement. Et alors, cette question de la concertation sociale, par exemple, qui semble être la clé de voûte du raisonnement du ministre. Quand on regarde la concertation sociale telle qu'elle se passe aujourd'hui,
C'est pas de la concertation sociale. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur la définition des métiers pénibles. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur la notion de pension à points. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que lorsque les syndicats arrivent, lorsque les syndicats font des propositions documentées, notamment sur les métiers pénibles, où il y a un système assez complexe qui a été proposé par les syndicats, c'est un refus catégorique du banc patronal et un gouvernement qui se substitue à la discussion. Et donc si on est dans un schéma, si on déchire notre système de pension actuel pour arriver dans un schéma qui sera aléatoire parce qu'on est soumis à de la discussion qui est dans l'impasse et à un gouvernement qui dit « dans ce cas, je prends la main », et qui, quand il prend la main, on le voit sur la réforme des assimilations, on le voit sur une série de réformes comme l'unité de carrière, etc., porte atteinte à notre pension, on n'est pas du tout dans un modèle qui est prévisible et on n'est pas du tout dans un modèle qui est viable non plus. Et donc, ce qu'on dit, c'est que les garanties qui sont données par le ministre, avec toutes les réserves qu'on peut avoir quant au discours du ministre MR, singulièrement du ministre des Pensions... Il s'est quand même engagé ce matin, hein. Il s'est engagé, mais moi j'ai entendu beaucoup d'engagements de la part du MR, j'ai entendu beaucoup d'engagements même de la part du gouvernement sur lesquels on est revenu en cours de route. Et donc moi, on ne comprend pas pourquoi est-ce que dans un système aujourd'hui, qui est un système qui est défini politiquement et qui peut être réformé en adoptant une série de politiques qui permettent sa pérennité, qui permettent son financement, pourquoi est-ce qu'on remplacerait ce système-là par un système qui demain laisse beaucoup plus de place à l'aléa, laisse beaucoup plus de place à l'imprévisibilité et est basé sur des éléments qui, effectivement, peuvent être problématiques et imprévisibles. Et je terminerai en disant que, concrètement, aujourd'hui, dans notre système, à 55 ans, on peut vérifier une projection du montant de sa pension. Demain, dans un système de pension à points, ça risque d'être extrêmement difficile de remettre ça. Et donc, il va falloir assumer, alors, auprès des travailleurs, qu'on les informe beaucoup moins. Donc, je ne vois pas comment on réussirait à vendre ce système-là. Jean-Hendrix, vous avez vraiment 20 secondes pour terminer l'émission. Donc, en 20 secondes, j'ai bien dit, le système à points, c'est le kilométrage qui importe. Donc, c'est revenir aux fondamentaux, c'est la carrière et la durée de carrière, et pas l'âge. Et donc, on permet aux gens qui ont fait une carrière plus rapidement, de partir plus tôt sans aucune forme de pénalité. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on permet aussi des sorties progressives du marché du travail avec des systèmes de pension partielle. Ce que le système actuel ne fait pas, parce que toutes les formules d'aménagement de fin de carrière, qu'est-ce que ça consiste à faire ? C'est simplement forcer les gens à quitter le marché du travail dès lors qu'ils ont atteint l'âge de la pension anticipée, puisqu'il est interdit de cumuler du travail et une pension durant l'âge de la pension anticipée. Merci pour ce débat, cet échange qui, on l'espère, vous a éclairé sur les enjeux de ces réformes des pensions menées actuellement par le gouvernement fédéral. Il est bientôt, il est déjà juste 13h, donc évidemment, Laurent Dehausset nous a rejoint à la table pour évoquer ce qui va suivre. C'est un jour dans l'histoire. Quel est le menu ? On va revenir sur une histoire fascinante et troublante, Bertrand, l'histoire d'un faussaire de génie, Han van Meegeren, qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale notamment, va tromper les plus grands spécialistes et aussi les nazis amateurs d'art. Il peignait de faux Vermeer. Et puis on reviendra également sur la légende, mais surtout la vérité du Far West. À tout de suite. Il est 13h. Le journal, c'est avec Sophie Brems. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Une pension juste et digne, on vient d'en parler, c'est le mot d'ordre de la manifestation de ce midi dans les rues de Bruxelles. Une pension pour dire non à la réforme concoctée par le gouvernement fédéral. Tous craignent de travailler plus longtemps pour des cacahuètes. Nous entendrons leur témoignage dans un instant. En tout cas, du côté du gouvernement, on se sent mal compris sur ce dossier. Une nouvelle épine pour les automobilistes à Bruxelles. Les rénovations des tunnels Reyers vont commencer d'ici un bon mois. La région bruxelloise va commencer une rénovation lourde. À quoi faut-il s'attendre ? Réponse dans un instant. Et puis nous verrons aussi que les États-Unis sont de plus en plus isolés sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité. Côté météo, un dégradé de gris pour cet après-midi avec par endroits un peu de bruine. Quelques éclaircies sont annoncées sur l'ouest. Le mercure affiche